Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à toi Louis. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter en quelques mots ? Ouais, alors moi c'est Louis Pipro, je suis infirmier de soins généraux en réanimation en Île-de-France. Ça c'est vraiment mon activité principale. Et à côté, il y a toutes les activités qui sont de la création de contenu avec notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Un homme en blanc mais qui est déclinée sur d'autres réseaux. Et où en fait l'objectif c'est d'apporter de la simplification dans notre métier de soignant où en fait on a une formation, on a une pratique qui est on a un métier qui est quand même très très pratique et qui est ultra théorisé. Mon objectif, c'est de faire un petit peu le lien entre les deux. Le pont entre les deux. Exactement. On d'essayer. C'est super intéressant. On aura le temps d'en reparler dans cet épisode. Je pose toujours la même question à mes apprenants au début. C'est pourquoi la santé ? Alors pourquoi la santé ? C'est une très bonne question. Surtout qui n'était pas complètement évidente au départ. Moi, j'ai pas commencé directement par le soin, j'ai pas commencé directement par infirmier en plus. Donc t'as pas eu la vocation divine qui t'a dit Louis, il faut que tu fasses du soin. J'ai la vocation de comprendre le corps humain. Il y a vraiment quelque chose qui me passionne. Ouais, c'est pas vraiment une vocation puisque c'est pas le côté divin. Oui. Mais j'adore le corps humain. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. Tu sais, quand t'es petit, où t'as tes petits squelettes, tout ça, j'avais les petites molécules et j'essayais de comprendre tout ça. Mais par contre, pourquoi le soin ? Après, moi, j'ai pas mal de soignants dans la famille. Oui. Donc, des médecins, des kinés, des dentistes, des aides-soins. Enfin, c'est probablement ça qui m'a conduit aux soins. Oui. Mais vraiment, à la base, après le bac, il fallait choisir entre deux choses. Est-ce que j'allais faire l'école d'infirmière, donc l'IFSI, sur concours ? Ah, il y a un concours. Ouais. Ou est-ce qu'il fallait faire, en gros, la fac de sport, avec tous les clichés qu'il y a, de la fête, du sport et tout ça, qui plus est pour faire kiné derrière. Bon, j'ai choisi clairement aller faire la fac de sport, pensant naïvement que ça allait être simple, le plaisir, le classique. Je suis bon en sport. Je vais faire la fac de... Pas la claque. Et Westap, c'est pas l'Eldorado forcément. Ah ben on perd un tiers de la promo, c'est assez commun tiens d'ailleurs Alexis, on perd un tiers de la promo après les premiers partiels. Et ça va comme ça en égrénant. Et finalement pour faire de la réadaptation, donc prof en activité physique adaptée. Donc vraiment pour travailler dans la réadaptation, donc c'est la suite de la rééducation kiné, on prend le relais. Et ben de là, j'ai pas mal travaillé avec des infirmières, avec des infirmiers, et je me suis dit c'est vrai que ce métier il est sympa quand même. Il a l'air pas mal quand même. Et autant j'étais à mon compte, je travaillais pas mal, il y avait des journées vraiment... Il y avait des besoins. Il y avait des besoins, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore le sport sur ordonnance. Donc en fait, moi je m'adressais qu'à des personnes qui avaient un certain budget déjà, et puis il fallait à chaque fois se vendre. Ça aussi, c'est compliqué. Ça, c'était pas quelque chose du tout... Avec lequel t'étais à l'aise ? Ouais, j'étais pas à l'aise avec ça. Parler d'argent, se vendre, et puis surtout faire la démarque. Ah ok, vous faites comme kiné. Alors non, oula, chasse gardée, je suis pas kiné, je fais pas le job des kinés, je fais quelque chose en complément. C'est-à-dire que ce que je fais ne t'empêchera pas d'aller chez le kiné, mais c'est pas tout à fait la même chose. Le kiné va te permettre de reprendre ton activité, ta vie. Et moi, je vais te permettre d'utiliser ce que tu peux retrouver comme ressources avec le kiné pour adapter ta vie au quotidien. Bref, je m'éclatais dans mon job, même si il y avait le côté, il fallait se vendre ou quoi, je m'éclatais, je gagnais bien ma vie, mais infirmier, ça restait quand même quelque chose qui te taraudait. Ouais, je me suis dit, bon, allez, je vais tenter le concours une fois pour essayer dans ma ville. Je le bosse sérieusement, mais je le tente qu'une fois. Coup de bol, je l'ai eu. Coup de bol, non, tu l'as bossé sérieusement. Oui, alors je l'ai bossé quand même. Et puis, STAPS m'a quand même servi. Faut pas se mentir, tout ce qui est anat physio, biomécanique et tout. La biomécanique, Et donc je l'ai eu et vraiment je regrette pas. Et là je sais que je vais rester dans le soin via la voie infirmière. Ok. Et t'es resté combien de temps du coup en réadaptation, Alors c'est un peu compliqué compliqué, c'est pas compliqué, c'est que en gros j'ai commencé à bosser à partir de la licence. Et après j'ai fait une partie à mon compte et une partie recherche. En fait j'étais rattaché à un labo de recherche.
parce que c'était passionnant, Mmh. que ça payait pas du tout, mais que c'était passionnant. Et du coup, le plaisir prenant le dessus à cette époque-là. Et puis si tu avais déjà une activité rémunératrice à côté. Voilà, c'est ça. C'est que j'en ai pas besoin en fait. Je pouvais me permettre d'avoir quelque chose de passionnant, qui aujourd'hui me sert d'ailleurs énormément. Écoute, je pense que j'ai bossé 4 ans à peu près à mon compte. Ouais. Et 1 an ou 2 en tant que salarié. Et t'avais monté ta société déjà? Ouais. D'accord. En auto-entreprise. Ouais. Okay. Et je faisais du fitness à côté pour assurer une base. Une salle de fitness. Et donc après ça, concours infirmier. Et donc après ça, le concours infirmier, et les études d'infirmière qui m'ont vraiment conforté dans le côté de ce métier-là, il a cet avantage par rapport à d'autres métiers du soin de couvrir vraiment l'ensemble des champs qu'on peut avoir auprès du patient. C'est-à-dire que, moi j'adore le corps humain, puis en fait je découvre que le côté psychologique il est vachement intéressant aussi. Ouais. Ah, puis le côté, en fait il n'y a pas que le somatique et le psychologique. En fait il y a tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire que tout l'aspect sociologique, mais en fait ça a vraiment un impact. Et en fait on peut travailler avec les gens et du coup... en travaillant sur le côté sociologique, psychologique, j'interagis indirectement sur le côté somatique. Ah, mais en fait, c'est un engrenage géant. Et il y a plein de trucs à apprendre. Et j'adore ça. J'adore apprendre. Et pour qu'au final, la personne aille mieux derrière, on est tous gagnants. Oui. Le patient en premier, bien évidemment. Mais si en plus, on peut prendre du plaisir à manipuler un petit peu tous ces engrenages avec la personne, à lui montrer, regarde, si tu appuies sur ce bouton-là, c'est pas magique, mais ça va t'aider à aller mieux. Ouais. Je trouve ça génial, c'est passionnant comme métier. Okay. Et du coup, toi qui avais envie d'apprendre et qui avait déjà cette appétence-là pour le corps humain et pour son fonctionnement, c'est quoi ton avis objectif sur l'IFSI? Je veux pas te... Très compliqué parce que pour avoir vu plusieurs IFSI, donc j'ai eu la chance d'intervenir dans plusieurs IFSI, mais d'intervenir un peu en profondeur dans plusieurs IFSI, c'est très très compliqué parce que bien sûr qu'il y a un socle commun sur les apprentissages, sur le côté légal, mais en fait, il y a toute la partie libre en fait des formateurs, des directions qui vont donner une orientation à leurs IFSI. Tu sais, on dit qu'il y a des IFSI qui sont plus psy, d'autres plus somatiques, d'autres qui ont... Ça va dépendre de leur terrain de stage, mais ça va dépendre aussi des formateurs. De l'approche qu'ils ont. Exactement. Et puis, il y a le côté, est-ce que les formateurs sont là par passion de la transmission. Et ça oriente complètement parce que il y a quand même pas mal de formateurs, formatrices, qui sont là parce qu'ils ne veulent plus faire de soins. Ouais. Et ça, c'est pas la bonne démarche. C'est ça, en fait. Ils sont pas là parce qu'ils veulent enseigner, parce qu'ils veulent transmettre. Ils sont là parce qu'ils veulent plus. Moi, je te dis ça pour dédramatiser. C'est que moi, ça m'a manqué. Moi, j'ai trouvé que ça me manquait d'anat physio Je suis sorti de l'école d'infirmier en me disant... il m'en manque un peu. J'ai l'impression j'en aurais bien pris un peu plus. Tu vois. Alors oui. Et à côté du concept et du machin, j'en aurais bien pris un peu moins. Tu vois. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de connaître la biocellulaire et c'est ça, de passer 6 heures sur la biocellulaire, de connaître l'électronique d'un atome, alors qu'à côté, peut-être que ça aurait été plus intelligent de se dire, regarde, si tu as un fonctionnement musculaire dans le dos qui marche pas, ça va avoir une répercussion sur tes épaules, sur ton cou. Non, ça c'est une vraie question. Il y a pas de jugement là-dedans. C'est compliqué. En plus, il y a le débat en ce moment là en 2025. Ils veulent refaire tout le qui devait sortir là déjà d'ailleurs. Ouais, mais ils veulent refaire tout le programme de formation. Et qu'est-ce qui est vraiment légitime à mettre dedans et qu'est-ce qui est utile au quotidien? C'est une question qui est vraiment difficile à répondre, je pense. Surtout qu'il y a quelque chose qui est très difficile, c'est que le métier d'infirmier, il va être complètement différent d'un service à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'un secteur à l'autre. Ça veut dire qu'en sortant, tu es susceptible de pouvoir aller en réanimation, de pouvoir travailler à domicile, alors pas le libéral, mais faire de la HAD, du SIAD, des trucs comme ça. C'est pas du tout les mêmes métiers. Tu peux être infirmier d'entreprise, exactement. Tu peux être infirmier scolaire, tu peux être Et ça veut dire que tu es susceptible de savoir faire tout ça en 3 ans, avec effectivement des contenus des fois qui prennent la place sur d'autres, on va dire. Tu vois, ta biologie cellulaire, elle te sert à toi en réa? Tous les jours. Tous les jours. Alors plus qu'il n'y paraît, parce que... Non mais en vrai, ça te sert, parce que tu vois, les états de choc, les machins, tu peux l'expliquer au niveau... Et puis comprendre les médicaments, le fonctionnement des médicaments, le fonctionnement... Oui, et ça permet justement de l'expliquer aux étudiants quand c'est un petit peu compliqué,
de passer des caps. Non, le truc de l'IFSI, je pense qu'il y a énormément de choses à continuer à apporter. C'est vraiment, les 3 ans sont nécessaires. Quoi qu'on dise, la nouvelle réforme. Les 3 ans sont nécessaires, mais par contre, effectivement, à l'intérieur, il va falloir mettre un peu plus de pratique. Si on veut conceptualiser la formation infirmière, ok, mais il faut que ce soit des spécialistes qui le fassent, et qu'il y ait une transition sur l'application. Ouais. On a quand même une pratique, pardon, je me répète, mais on a un métier très pratique. Un peu comme les druides, ça se transmet à l'oral. de bouche d'infirmière à l'oreille d'infirmière, mais c'est ça. Je veux dire, bien sûr qu'il faut du contenu écrit, bien sûr qu'il faut du contenu théorique, c'est la base pour pouvoir structurer la profession. Mais finalement, notre métier, on l'apprend en stage, et on va l'apprendre une fois qu'on sera dans le service. Donc encore une fois, et toi le premier, je pense, quand t'es arrivé, toi t'as fait infirmier militaire, je dis pas de bêtises. Ouais. T'as appris à être infirmier militaire à l'IFSI? Ah non, du tout. Non, puis surtout, moi, j'ai commencé par des services d'urgence. Ouais. Donc, en fait, je sortais de l'école, j'ai l'impression de rien savoir. Et je suis arrivé dans les services d'urgence et on m'a dit, on y a utilisé des mots, pour moi, c'était du serbe. Je comprenais rien. Des médicaments, puis c'était la période où on commençait la différenciation entre les non commerciaux et les DCI pour les médicaments. Donc, les mêmes médicaments, on les appelait plus pareil. Enfin, j'ai eu 6 mois quand je suis arrivé dans ce service-là où je me suis noyé, pour de vrai. Et en fait, je me suis rendu compte que je savais rien. Et puis, j'ai fait comme tout le monde. J'ai rouvert mes bouquins, j'ai cravaché. Et puis après, en pratiquant tous les jours, et ben, ça vient. Et puis tu regardes un petit peu comment travaillent tes collègues. Je retiens ça, le petit truc, je retiens ça, je prends. Et en fait, tu te construis comme ça, justement. Ouais. Mais pareil. Mais c'est quelque chose qui est hyper commun à tous les étudiants, ça, si ça peut rassurer. Hein. Et je pense que ça marche dans tous les jobs de manière générale. C'est que tu sors du diplôme, t'as l'impression de savoir plein de choses. Et en fait, tu sais rien. Et ce que m'avait dit une des formatrices, c'est « Vous savez pas tout, Louis, vous savez. Bien évidemment. Mais par contre, on vous forme à apprendre. » Ok. Mais en fait, moi, là, demain, devant mon patient, j'aimerais bien savoir. Non, et puis en plus, ils nous apprennent pas vraiment à apprendre. Hein. Non. Ils nous apprennent plutôt à bachoter, quoi. Pas tellement à apprendre. Enfin, je sais pas le vécu que toi t'as ton ici. Je sais plus, la méthodologie de travail, je crois que c'est 2 heures, 4 heures, quelque chose comme ça, sur les 3 ans. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais c'est rien, quoi. C'est 3 fois rien. Quand on est en études supérieures, alors que la majorité des personnes qui sont là, soit sortent du lycée, où on nous apprend pas à apprendre. Si, il faut faire des fiches avec du fluo. Soit c'est des personnes qui ont des couleurs. C'est très important. On avait toute une copine qui faisait des super fiches de couleurs. C'est beau, on veut regarder. Et puis une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Puis l'autre population, c'est des personnes qui ont un certain âge, comme moi ou même plus âgés, qui reprennent les cours et là, pareil en fait, après avoir bossé et tout ça. Le retour sur les bancs de l'école est douloureux. Qu'est-ce que c'était dur de ne pas s'endormir. 4 heures, c'est-à-dire, alors soit on fait quelque chose, soit on fait la sieste. La première année, c'était difficile pour ça. Mais j'ai perdu complètement le fil de ta question. Non, c'était comment t'avais vécu tes études d'infirmier et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué après ton exercice? Je pense que ce qui m'a manqué, c'est le côté pédagogie. Ce qui m'a manqué, c'est vraiment le côté pourquoi on apprend ça? Ouais. Parce que tu vas être évalué. Ah bon? Ah, oui. Non, parce que moi, bêtement, je pensais que ça allait servir parce que demain, j'allais soigner quelqu'un, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, si les apprentissages sont faits pour répondre à un partiel, bon, ok. Mais le formateur comme l'étudiant, ça va pas être très passionnant les 3 années. Et par contre, il y avait des formateurs qui étaient... il faut que on va bosser ça, on va cravacher ça, et surtout, voilà, on va vous le rendre vivant, et là, ça devient intéressant. Là, ça devient quelque chose où tu te dis, ok, je sais, je suis dans une formation professionnelle. Et ça, c'était bien. Ouais. Ça, c'est vraiment, et en fait, ça évolue. C'est-à-dire que tu bachotes vraiment en première année, tu bourrines un peu les cours. Je pense que c'est ça aussi qui effraie pas mal de personnes qui viennent, qui se disent, ah non, finalement, c'est pas pour moi. Deuxième année, tu commences quand même à mettre un petit peu les mains dans le cambouis, et la fameuse phrase, il faut faire des liens. Ouais. Ça veut dire quoi, faire des liens en première année? C'est ça. Rien, parce que tu dois lier des connaissances, t'as pas de connaissances. Juste avant, avec les raisons, on parle du raisonnement clinique. Raisonnement clinique, qu'est-ce que c'est que le raisonnement clinique? Quand t'es première année à l'école, on dit on va faire du raisonnement clinique. Et pire que ça. Super. Et pire que ça. Le raisonnement clinique, la démarche de soins complète. Mais je suis persuadé qu'il y a des formateurs qui savent pas faire de démarche de soins. Je suis persuadé que et c'est terrible parce que il y a une personne que tu as reçue, Loïc Martin, que tu avais reçu, qui résume la démarche de soins en un schéma. Ouais. Mais pourquoi il n'est pas placardé sur tous les murs de l'IFSI, ce schéma? Il est génial. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des cours nébuleux pendant des heures où on te dit il faut faire ça, pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et en un schéma, ça tient.
C'est génial, comme quoi c'est possible en fait. Mais parce que voilà, quelqu'un qui s'est dit à un moment. Et si on posait les choses? Et si on posait les choses? Et si on réfléchissait? Et si on vulgarisait? Tiens. J'adore. Et c'est ça, on va faire autrement. Et c'est ça qui est génial. On va faire autrement parce qu'au final derrière il y a quelqu'un à soigner. Oui. On va faire autrement. Pourquoi? Parce que il y a possibilité de s'éclater dans notre métier et arrêter d'apprendre par cœur pour appliquer par cœur. Si on fait ça, c'est niveau collège, c'est niveau primaire. On va réciter sa poésie. On n'est pas là pour réciter une poésie. On est là pour soigner des gens et pour s'éclater dans notre job. Et ça, c'est un vrai enjeu de la formation. C'est comment on fait ce lien avec le terrain, parce que on voit les durées du stage qui varient à chaque réforme. On n'a plus les mêmes durées de stage, les machins. Du coup, j'ai reçu Thérèse là au micro et elle me disait que elle, pendant ses études, ils étaient à l'hôpital tous les matins. Ouais. Tous les matins à l'hôpital et l'après-midi en cours. Donc, et tu vois, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est pas comme ça qu'ils font encore les médecins d'ailleurs, les internes? Ou les externes, peut-être, les externes plutôt. Je dis les internes, mais les externes, c'est pas encore comme ça? Je sais que c'était comme ça pendant honnêtement, je sais pas, je te dirais une bêtise. Donc, je suis pas sûr non plus. Mais parce qu'en fait, ça paraît évident, et du coup, tu parles de quelque chose que t'as vu. C'est ça. Que tu sais faire. Et là, tu peux dire concrètement, ce matin, il s'est passé ça, j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut le débriefer, quoi? Et t'attends pas 15 jours où tu l'as oublié, où tu te crées des faux souvenirs, ou... Et autre chose, je sais pas ce que ça va donner, mais apparemment, il parle pour les formateurs, devoir garder une activité clinique. Est-ce que tu as entendu parler de ça? J'en ai entendu parler, mais comment ça va être réalisable? Alors ça va être très compliqué, puis il va y avoir toute une transition où les formateurs qui sont en place aujourd'hui, qui sont formateurs, formatrices depuis plusieurs années, les remettre dans un service, ils ne font pas forcément envie. Ah ouais. Et puis autre chose, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que tu vas avoir une activité clinique que tout d'un coup tu t'es passionné de pédagogie et que tu deviens super pédagogue. Non. Il y en a qui ont quitté les soins depuis des années et qui sont d'excellents formateurs, d'excellentes formatrices. Ça, j'en ai croisé quelques-uns qui sont passionnés, qui sont hyper à jour et qu'on retrouve sur les terrains de stage, qui vont voir l'étudiant. Après, à mon sens, on n'aurait pas besoin. En fait, c'est une mauvaise réponse à un mauvais problème, à mon avis. Si on mettait en place, et encore une fois, c'est un monde utopique, mais que des formateurs qui ont une vraie appétence pour la pédagogie et qui ont envie et qui se tiennent à jour et qui font bien leur travail, on n'aurait pas l'obligation de faire des lois comme ça. Parce que un formateur qui est honnête avec sa pratique, il saura te dire, là, je suis plus à jour, il faut que j'y retourne de moi-même. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Si on avait le bon sens paysan, quoi, on n'aurait pas besoin de faire des lois comme ça. C'est ça qui me chagrine un peu. Le fameux bon sens qui manque, mais même dans la pratique sur le terrain. Je suis bien d'accord en fait. Le problème, c'est pas la mauvaise réponse, c'est la mauvaise question. ça regroupe quand même énormément de. Mais on peut répondre à beaucoup de choses avec Ouais. Et donc concours infirmier, tes 3 ans d'études, et après, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et après, je postule un petit peu partout en France métropolitaine. Je postule. En fait, j'ai envie de changer d'air, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Parce que toi, t'as fait ton école où? Amiens, Picardie, qui est déjà. C'est pas grave. J'aime beaucoup ma région. Je suis très fier, surtout que c'était un très très gros CHU. C'était très bien, mais bon, j'en ai fait le tour, j'avais vécu là-bas pendant un moment. En tant que bon sudiste, c'est juste que je me permets de brancher tous les gens du Nord, c'est tout, c'est par principe. Alors, complètement à part, ce sera coupé, j'en suis persuadé, mais j'ai adoré quelques échanges avec Thérèse Puig. J'ai entendu l'accent de chez moi. Ça fait tellement de bien. Donc, concours à Amiens, je fais mes 3 années là-bas, et en fait, j'ai envie de changer d'air. J'ai envie de voir un petit peu, qui plus est, dans un gros CHU si possible. Et là, il y a l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, donc en région parisienne, qui me contacte. Et après avoir fait la rééducation réadaptation, quand il y a Garches qui t'appelle, tu dis oui. C'était vraiment un énorme pointure, centre. Voilà, c'est la référence française en réadaptation. Donc bien sûr, ok, c'est parti. Je pars de chez moi, je vais à Paris pour commencer ce job-là. Bon, une fois sur le terrain, je me rends compte que la réadaptation, d'un point de vue infirmière, c'est pas tout à fait la même chose c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. C'est très intéressant, très enrichissant de travailler avec les kinés, avec les ergos. D'ailleurs, il y avait des APA, donc en activité physique adaptée. Et c'était tellement bien que je me suis dit,
tant pis, je reviens en activité physique adaptée et je travaille sur le plateau. C'était génial. Il y avait du matériel dans tous les sens. Tu travaillais directement, tu faisais un vrai projet de soins associé au projet de vie pour tes patients et tout le monde avait aussi... Puis vraiment pluripro, du coup, là. Et c'est ça, exactement. C'était vraiment Disneyland. C'était vraiment le Disneyland de la réadaptation. Alors que le côté infirmier, c'était plus le côté un petit peu père fouettard. Il faut se lever à telle heure, faut se dépêcher, parce qu'après il y a la rééduque. Donc et puis le soir, c'est le contraire, faut se dépêcher et allez, bonne nuit. C'était pas très... Pour moi, c'était pas vraiment le truc qui ça t'a pas fait vibrer, quoi. Ouais, j'avais vraiment l'impression d'être là en mode, c'est ça, père fouettard. C'est donner des créneaux. Puis les patients allaient s'éclater et progresser, se voir progresser dans le service juste à côté, où moi j'essayais d'aller, mais en gros c'était sur les heures sup, enfin sur mon temps perso. Et quand ils revenaient, on échangeait un petit peu, quoi. C'était sympa, mais bon, le travail n'était pas passionnant. Et le gros coup de bol que j'ai eu, alors ça a commencé par un AES, donc c'était pas vraiment en termes de coup de bol pas terrible. Je fais ça un week-end. Et donc, je suis obligé d'aller voir le seul médecin qui vient... Alors, un AES, c'est un accident d'exposition au sang. Je me fais projeter une goutte de liquide biologique dans l'œil. Donc ça, c'était pas terrible. Tu nous épargneras les détails. Et je suis obligé d'aller voir le seul médecin pour faire une déclaration. Donc, le seul médecin qui est dans l'hôpital à ce moment-là, c'était le médecin de réanimation. Puisqu'il y a toujours un médecin en réanimation. Donc, je vais voir, je fais la déclaration, jusque-là, pas de problème. Et je croise, complètement par hasard, une copine de l'IFSI, à Amiens, on a fait des cours à Amiens, et qui était là, en fait, qui travaillait en réanimation. Donc on échange, oui, c'est sympa, je savais pas que t'étais là, on a tous les deux bougé à Paris en même temps, et voilà. Et on bossait à 2 étages de différence. Donc les infirmières, on croise pas beaucoup les portes. Et en fait, elle me dit, écoute, la réanimation recrute, est-ce que ça t'intéresse? Écoute, il y a un service qui m'intéresse moyennement, en plus je terminais mon contrat, et là il y a la réa, j'ai toujours eu une appétence pour la réa, les urgences, les soins un petit peu, les soins intensifs. Allez, ça se tente. Faut tenter, hein. De toute façon, j'ai rien à perdre. Clairement. Il y a un endroit où je suis pas bien. C'est ça ça c'est quand même top, hein. Je suis désolé, je digresse beaucoup, mais on a un métier. S'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu peux le changer. Non, mais c'est clair. C'est quand même un luxe, ça, c'est génial. Alors, ça sera pas parfait, bien sûr. Il y a aucun métier qui est parfait. Mais si jamais il y a vraiment un endroit où t'es pas bien, tu peux changer à n'importe. Mais ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est un vrai luxe, hein. Mais moi, j'en discutais il y a pas longtemps sur la prise de risque. Et un jour, on m'a demandé comment j'avais perçu ma prise de risque de quitter mon travail d'infirmier pour lancer une boîte. Je l'ai dit, alors c'était pas si facile dans la vraie vie, hein. Je dis en fait, quelle prise de risque? J'ai un diplôme d'état d'infirmier. Là, demain, ma boîte, elle coule. Je vais taper à n'importe quel hôpital de France, j'ai un job. Ouais. Donc en vérité, la prise de risque, elle est pas... Non, puis encore une fois, prise de risque... Ok, tu perds ton job. Et admettons qu'il n'y ait pas de job idéeux. Donc, infirmière. A priori, il y a quand même, on a cette capacité à rebondir, à trouver des solutions chez les soignants. Ah oui, l'adaptabilité. La base du métier d'infirmière, c'est trouver une solution. Bon, t'inquiète pas, tu trouveras. Hein. Oui, non, mais en plus, aujourd'hui, entre les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, les SIAD, les HAD, les médecines du travail, les médecines d'entreprise, les médecines scolaires, le libéral, les trucs comme ça. Ah non, mais les associations, les machins, du job d'infirmier, il y en a par-dessus la tête. Hein. Et même si tu veux plus faire infirmier, tu peux toujours faire ça en attendant de faire quelque chose, de retrouver. Ou de refaire des études, ou de refaire... Et puis tu risques pas ta vie. Non. L'avantage aussi d'être en France, c'est que tu risques pas ta vie. Si t'as une famille, ça peut être compliqué pendant un temps, mais tu risques pas... Non, mais c'est ça, au pire, tu vas avoir des soucis financiers un temps, quoi. Voilà. Oui. C'est le pire qui va t'arriver. Voilà. Et encore, comme tu dis, ça fait pas plaisir. S'il y a besoin de manger, il y a du... Tu peux prendre une gâche où tu veux. Une gâche. Et ouais, du coup, voilà, c'est parti en réanimation. Et là, ça a été la révélation. Ouais. La révélation en réa, c'était déjà j'ai eu la chance d'être accueilli dans une réa, petite réa, c'est un peu cocon, un peu familial. Ouais. Alors bien évidemment, au début, t'es un petit peu jugé, jaugé. Ouais. Pareil, en fait, dans n'importe quel job, tu seras toujours, mais pas particulièrement de malveillance non plus. Donc il faut bosser. Hein. Ouais. Au début, t'as l'impression de redevenir stagiaire. Tous les soirs, tu reprends ton carnet de notes, tu bosses. Mais en fait, j'apprends plein de trucs. Ouais. J'ai adoré ça. Tous ceux qui disent « Oh là là, mais avec tous les bip-bip, j'adorais les bip-bip. » C'est-à-dire, non, je reconnais pas les bip-bip. C'est vrai. Ouais. Alors, les premiers jours, quand tu rentres chez toi et que tu les entends encore, ça, c'est un enfer. Ah, et après, quand tu apprends à dire « Ça, c'est tel problème, et je vais régler le problème pour... » En gros,
quand une alarme s'arrête, c'est que pour moi, sur ma checklist, tu coches un truc. C'est hyper satisfaisant. Tu as résolu un problème. Pas. 3 alarmes, 3 problèmes, clac, tu les éteins. Alors, cette vision-là des choses, je suis d'accord avec. Moi, j'ai un problème avec les gens qui règlent pas leurs alarmes. À l'enfer sur Terre. Et voilà. Et les gens qui règlent pas leurs alarmes. Pour ceux qui ont fait un peu de réa, vous savez tout ce que c'est. Et les alarmes qui sonnent pour rien. Quand je voyais les mecs qui allaient dans la chambre, qui mettaient l'alarme en silence et qui ressortaient aussi sec, je disais, non. C'était quoi l'alarme? Oh, je sais pas, mais ça sonnait. T'as déjà entendu ça? Ah bah ouais. Ah, quel enfer. Et puis, au-delà du fait que c'est particulièrement crispant, on va dire, mais c'est dangereux. Ah mais oui. C'est une alarme, donc par définition, ça t'alerte. Et non, ça c'est... Non, et puis entre les alarmes des scopes, les alarmes des respis, les alarmes des pousseringues, les alarmes des pompes diverses et variées, les alarmes des matelas, les alarmes des... J'en pouvais plus des alarmes, moi. Ah, mais le but du jeu, c'est donc ça sonne pas. Ouais, mais... Alors, c'est facile à dire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est très facile à dire. Ça arrive tout le temps qu'effectivement, ça sonne dans tous les sens. Ah bah moi, je suis jamais dans un service de réa où en 10 minutes, il n'y a pas une alarme qui sonne. C'est pas possible, ça n'existe pas. Normalement, si. Non, mais en théorie, oui. Sur le papier, c'est marqué que... Hein. Ouais. Dans la pratique, c'est plus compliqué. Mais justement, donc moi j'ai adoré ça, voir tout le matériel qu'il y a. L'avantage de la réanimation, c'est qu'on est assez... Donc il y a 2 avantages. Il y a vraiment le côté... On est limité en charge de travail, dans le sens où on est limité au nombre de patients qu'on peut avoir. Oui. Et on doit faire nos preuves au sein de l'équipe paramédicale et au sein de l'équipe médicale. D'un autre côté, derrière, on a une vraie voix auprès des autres. Quand on a un avis à donner, puisqu'il est argumenté, eh ben on va être écouté. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé dans d'autres services. On pourra essayer d'autres services par la suite. Je trouve que les infirmières sont écoutées d'une demi-oreille. C'est-à-dire, ok, j'ai pris ton avis, et puis le médecin, en général c'est le médecin, oui, ok, je verrai plus tard. Là, en réanimation, tu as un véritable... Et donc les infirmières et les aides-soignantes qui ont aussi voix au chapitre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai repéré tel signe, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai repéré tel élément, voici l'évolution. Et là, le médecin, ok, on va prendre ça en charge tout de suite, on va s'en occuper. Enfin, tout de suite, peut-être pas à la seconde, mais ok, on va le prendre en charge. Et ça, je trouve ça hyper gratifiant. Et pourquoi ? Parce qu'on se forme, parce qu'on continue à être formé tout du long. C'est des services, pas que la réanimation, les soins intensifs de manière générale. C'est des services qui se forment régulièrement, qui sont réévalués, qui sont toujours mis un petit peu, on va les tiquer, dis donc, ça fait longtemps que tu t'es pas formé. Dis donc, ça, tu sais pas, ça serait bien de réviser, de revoir. Avant, quand tu regardes dans les autres services, c'est les anciennes. Machine, Mireille, c'est l'ancienne infirmière, elle sait tout. Mireille, elle a potassé, elle est spécialiste de son service. Elle a potassé pendant des années. Elle a travaillé. Aujourd'hui, elle sait plein de choses, elle sait faire plein de trucs. Et c'est pour ça que c'est la ressource, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller la voir, Mireille, comment elle travaille. T'as l'impression qu'elle a 3 fois plus de travail que toi, mais qu'elle s'en sort, regarde, ça va le faire, clac, 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 tout se déroule d'un seul coup. Il faut regarder ces gens-là, il faut s'en abreuver. Bon, après, t'as l'autre versant de Mireille qui reste... qui est le dragon. 20 ans. Voilà. Le dragon qui est basé sur le « c'était mieux avant », il faut surtout rien changer, et qui, ça fait 20 ans qu'elle est dans le service, mais par contre, n'a rien appris depuis qu'elle est arrivée. Bon, bref, tout ça pour dire, la réanimation, le service qui fait un petit peu peur à certaines personnes, en fait, apprend énormément de choses, et du coup, j'avais déjà commencé les réseaux sociaux à ce moment-là, on me sollicitait énormément sur ça, et je me suis dit, si c'est un service qui fait peur, il y a toutes les sonneries, il y a tous les protocoles, il y a tout... il y a toutes les constructions de savoir qui sont un peu spécifiques, et si on les faisait passer aux autres ? Et en fait, du coup, il y a eu toute cette transition sur le côté, et si j'utilisais mon métier d'infirmière, l'infirmier, bon, c'est pareil, on a un métier où on est en minorité, donc on peut dire que c'est le féminin qui l'emporte. Oui, après, le français fait que c'est le masculin quand même. Après, on va rentrer dans un autre débat. Alors là, il n'a pas terminé. Mais... et si on utilisait justement cette capacité à être, cette chance d'être formé régulièrement pour la diffuser un petit peu autour de soi. Et là, donc, il y a eu un passage à l'IFSI en tant que formateur. Court. Je me suis rendu compte que clairement, autant la pédagogie, pour être en formation, donc là, je suis en formation, en master en pédagogie de la santé, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion justement d'appliquer, de travailler en formateur, en tant que formateur IFSI. C'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce que les mains des formateurs, des formatrices, sont assez liées.
Donc je maintiens, c'est pour ça qu'en plus j'ai vu un petit peu le truc de l'intérieur. Je suis passé j'ai fait un IFSI principalement, mais je suis allé voir un petit peu comment ça se faisait à droite à gauche. Et il y a vraiment des formateurs passionnés qui n'arrivent pas à mettre en place les choses parce qu'on leur laisse pas. C'est même pas une question de temps ou de moyens, c'est qu'on leur dit non, mais c'est pas à vous de vous en occuper. Ça va être à l'université. À l'université, il y a des gens qui sont très bien, très formés pédagogie, très au fait de ce qui est nécessaire. C'est pas forcément ces personnes-là à qui on laisse le choix. Ouais, et puis c'est toujours pareil. Après, quand tu rentres dans l'administratif, quand c'est pas fait par le terrain, pour le terrain, enfin, par l'école, pour l'école, ouais. Quand ça commence à sortir des boucles, il faut les accords de machin, il faut le temps de truc, il faut que le responsable qui est à 3 km du truc, il dise ah oui, peut-être que ça peut être bien. C'est administratif et c'est politique. Ouais. L'université en France est quand même très, très, très politique. C'est-à-dire que si tu veux si tu veux pouvoir parler, il faut être copain avec telle personne, pendant telle personne, il faut avoir telle place. Si tu veux pouvoir rencontrer telle personne, il faut avoir tel réseau, ce qui est normal. Enfin, après, c'est la vie. Après, le réseau, ça fait partie. Le réseau, ça fait partie de la vie. Mais d'un autre côté, le simple fait d'être représentant formateur d'un groupe IFSI, d'un groupe de 11 IFSI, ne suffit pas à donner un avis sur peut-être que l'évaluation faite par l'université mériterait d'être révisée. Ouais. Voilà, c'est pour ça que ça a été fin du passage. Après, il y a des histoires d'ego aussi, hein. Bien sûr. Tout ça, hein, quand... c'est pour ça que je dis, ça revient, c'est politique. Hein, il faut vraiment réussir à négocier avec tout ça, mais on n'a pas le temps et pas l'énergie puisque toute l'énergie qu'on peut consommer, tout le temps, l'énergie qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser pour se battre contre des personnes qui... Non, j'ai pas envie. Ouais. Tout ce que vous avez fait, c'est vachement bien, mais non. Pourquoi ? Non. Ok. Eh ben, ce temps et cette énergie, je vais faire autre chose. Je vais faire à créer quelque chose, comme toi, ce que tu fais avec Learning Experience. Ok, j'ai du temps, j'ai l'énergie à revendre. J'en ai pas, mais je vais le trouver. Et ben, puisque je me bute à un mur, je vais arrêter de foncer dans le mur. Ouais. Je vais faire le tour. Tiens. Je vais passer par une autre porte. Il y a un truc, j'ai entendu ça quand j'étais en STAPS, mais tout problème a une solution. Ouais. S'il n'y a pas de solution, c'est pas un problème, c'est un paradigme. Et donc, il faut que tu apprennes à jouer avec ces règles du jeu-là. Si tu peux pas changer les règles, ne change pas les règles. Apprends à jouer avec. Voilà, apprends à jouer avec. Ah ouais, c'est pas mal. Ça s'applique vachement dans tous les domaines de la vie. Ouais, ça s'applique à beaucoup de choses. Et donc là, j'en suis... Donc pour arriver, j'ai du mal à quitter les soins. C'est ça aussi. Ouais. Je pense que rester infirmier en réanimation, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Ouais. Mais le côté pédagogie, le côté formation est en train de prendre une part de plus en plus importante. Ouais. Alors, raconte pas ça tout de suite, on y reviendra après. Moi, ce que je veux connaître, c'est le virage de l'homme en blanc. Qu'est-ce qui fait que tu te mets à créer ces contenus? Alors, tu nous as un peu parlé, hein, que tu avais envie de faire profiter aux gens de ce que tu apprenais tous les jours. Mais comment se passent tes débuts, ta création, tu vois, et comment t'apprends aussi, parce que du coup, tu apprends un nouveau métier, là. Alors, on va en revenir un petit peu au problème paradigme, on en revient un petit peu à ça. J'ai commencé en 2e année d'IFSI. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais des copains qui... Ah oui, t'as commencé très tôt. Je pensais que t'étais déjà pro. D'accord. Non, en fait, tout part du fait que j'avais des copains qui avaient des problèmes en cours. Alors, il y a 2 IFSI à Amiens qui sont un petit peu éloignés. J'avais des copains dans les 2 IFSI qui avaient des difficultés en cours. Je me dis, c'est pas grave, on va faire du tutorat avec l'association, on va faire ça. Et en gros, on avait demandé à la directrice, par contre, que c'est juste possible d'avoir une salle qui reste ouverte, quoi, puis 2 stylos pour écrire sur un tableau. Et comme ça, on s'entraide, quoi. Et voilà. Et en fait, on fait ça entre nous, sur notre temps libre. Non. Comment ça, non? C'est-à-dire qu'en fait, on se propose, nous, de filer un coup de main, de jouer en équipe. C'est un peu le principe des infirmières, en fait. C'est de s'aider les uns les autres, de profiter des qualités des uns pour les autres. Non. Ok. On peut discuter? Non. Bien. Puisqu'on peut pas le faire, puisque je peux pas le faire, et que clairement, moi à l'époque j'habitais dans un appartement très restreint, je vais pas faire venir tout le monde chez moi. Hein, et la solution ça a été de créer des vidéos sur Internet. Ça permet
Bah, ça permet aux copains d'avoir, aux collègues d'avoir les contenus n'importe quand. Ouais. Ça touche les 2 IFSI. Et puis, je trouve ça rigolo. En fait, j'aimais bien faire. Je faisais déjà de la vidéo, je faisais déjà plein de choses comme ça. Je dis bah tiens, je vais essayer. Au début, en plus, je travaillais sur les calculs de doses. Alors, les calculs de doses en IFSI, c'est un sujet toujours. Et puis en vidéo, c'est fun, hein, le calcul de doses. Et puis bah c'est ça. Et surtout, en fait, je regardais les vidéos de calcul de doses. Toujours l'éternel PowerPoint avec la voix off derrière. Et tout. Non, bah non. Ce que je veux, c'est faire le calcul, et puis pourquoi ça marche pas. Puis donc j'ai pris mes stylos, je filmais mes stylos, et je faisais les calculs qu'on voyait. Il y avait des calculs de cours, et puis il y avait des calculs de stage, qui curieusement n'étaient pas les mêmes à l'époque. Pareil, alors ça m'a toujours... c'est moins vrai maintenant, mais... j'avais eu une fois quand même le calcul, les fameux calculs, le train part de telle gare à telle heure, et l'autre train, il se croise à qu'un. Mais... c'est-à-dire, ce calcul-là, quel est l'intérêt En fait, moi, j'ai postulé pour un IFSI, pas pour bosser à la SNCF, quoi. Voilà, non, en fait, moi, je voudrais prendre... Puis, regardez, tout est dans l'intitulé. Vous voyez, calcul de dose. Bon, à un moment, on doit parler de médicaments. Ouais. En fait, j'étais parti sur ça, et puis ça a plutôt bien pris. Alors que j'étais complètement anonyme au début. Je n'assumais pas du tout d'être sur les réseaux. Complètement caché derrière mon écran, on ne voyait pas ma tête. Et puis, au fur et à mesure, on me demandait plein de trucs. Hey, tu fais pas des cours aussi? Parce que tu expliques vachement bien les calculs. Ah bon? Eh ben, on va commencer un petit peu, on va faire justement on va essayer. On va prendre un thème de santé et on va le développer. Et il y a cette première vidéo, je me souviens que la première vidéo, je l'avais fait sur l'équilibre acido-basique. Et je l'avais fait tourner, puis tout d'un coup, je vois que le nombre de vues explose. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, en fait, il était diffusé sur des groupes Facebook de médecine. D'étudiants en médecine. Ok, donc peut-être qu'il y a quelque chose... Peut-être qu'il y a un besoin. Peut-être qu'il y a un besoin, et peut-être que si ça peut servir, et ça peut servir les autres. Et moi, je me rends compte qu'en même temps, ça m'aide à bosser les cours, tiens. Ça m'aide à réviser, parce que mine de rien, quand tu expliques quelque chose, ça, il faut que les gens l'intègrent. Quand tu expliques quelque chose, c'est là que tu le retiens le mieux, que tu le comprends le mieux. Ah bah vas-y, c'est parti. J'ai commencé à ce moment-là, effectivement, avec le côté, je ne fais pas des vidéos de cours. Ouais. Je fais pas, parce que si tu veux donner un cours, tu veux un bouquin. Puis au début, j'avais pas forcément toutes les clés, mais en tout cas, je voulais une vidéo par un infirmier pour les infirmiers. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, je te fais le topo, c'est-à-dire que clé en main, tu vas comprendre une pathologie, tu vas comprendre un médicament. Mais surtout, je vais te donner moi les petites astuces que j'ai, les trucs que je donne en fait à mes étudiants ou que je peux donner à mes collègues en vidéo. Donc c'est informel, c'est rapide. L'objectif, c'est que ça reste relativement rapide. Et je m'adresse à toi, tu vois, comme on est en train de discuter là, je m'adresse à toi de la même manière. Ok, la recommandation, c'est ça. Il faut suivre les recommandations, quand c'est des recommandations de prise en soin. Mais par contre, ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il faut surveiller tel ou tel petit détail sur ton patient. Et ben ça c'est vraiment le truc mis en avant. C'est vraiment moi ce que je voulais savoir quand j'étais ça ta plus-value, quoi. Et c'est ça. Je m'adresse à toi comme un collègue en stage, comme un collègue en service. Et finalement, la transmission qu'on a entre nous, c'est ça. Oui, moi, ce que je veux entendre, c'est pas... Je vais prendre un médecin, je vais pas envie de taper particulièrement sur les médecins, mais il y a beaucoup de médecins qui viennent lire leur PowerPoint en cours. Il n'y a pas que les médecins et les infirmières aussi. Hein. Bon, t'as du contenu. C'est quand même pas terrible de voir qu'est-ce que tu en retiens. Tu retiens énormément de choses. Tu sais, avec le fameux PowerPoint qui commence par « On va refaire l'historique. » C'est très intéressant, l'histoire. Mais viens glisser des petites pics d'histoire de temps en temps dans ton cours. Tu vas voir que ça va réveiller tout le monde. Ça va devenir vachement plus intéressant. Et tu commences pas par quelque chose qui va endormir tout le monde. Quand tu fais un cours sur la traumatologie, par quoi tu vas commencer? Un os brisé. Bam! Allez, on rentre dans le vif du sujet. Et, c'est ma version. Tu commences par rentre dans le dur et après on débriefe un petit peu, on discute de tout ça et voilà ce que tu as besoin de savoir. C'est ça en fait la création de contenu. Et la création de contenu, du coup maintenant elle devient un petit peu plus large. Je reste quand même convaincu que je m'adresse à des soignants principalement. Il faut que je leur apporte quelque chose. Si c'est pour faire du contenu, bof. Et tu regardes, ça fait un moment que je n'ai pas publié d'ailleurs. Mais si c'est faire du contenu pour du contenu. Mon objectif, c'est pas le nombre d'abonnés. Mon objectif, c'est que mes collègues, des fois, ça m'est déjà arrivé de revenir sur une de mes propres vidéos parce que j'avais un trou de mémoire sur une pathologie, mais que mes collègues puissent, en 2 minutes, je sais pas, ou alors demain, je sais que je suis dans un nouveau lieu de stage ou un nouveau service. Tiens, je commence un service.
je vais regarder une vidéo ou deux, et là, en 15-30 minutes, j'ai l'idée, et l'idée, j'ai clé en main, et je peux aller bosser demain. Et après, effectivement, tu dois faire ton travail toi-même pour les recherches. Ça te dispensera pas de ton travail personnel. C'est Et ça. ça va t'aider à avancer. Ça va te rassurer, et encore une fois, l'objectif, c'est de te permettre de éclate-toi dans ton job, en fait. C'est-à-dire, commence par élaguer un petit peu tes peurs. Il y a des peurs légitimes et il y a des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Pas des peurs, des craintes. Bien sûr, quand tu commences un nouveau service, quand tu découvres quelque chose, forcément que ça te pose des problèmes, que ça te pose des questions, que ça va te remettre en question et que c'est inconfortable. Mais pour autant, est-ce qu'il y a besoin d'en avoir peur? On a les ressources. S'il y a quelque chose que tu sais pas, on a les ressources. Tiens, regarde, moi je t'en propose des ressources rapides. T'as tes collègues. Et encore une fois, je veux dire, en situation d'urgence, tout est simple. Tout est fait pour être simplifié. Oui. Donc, en situation d'urgence, tout est fait pour être simplifié. Donc, rassure-toi. Tu prends ton temps. Tu prends 1 seconde ou 2 secondes pour respirer. Ça va te paraître une éternité, ces 2 secondes. Mais tu vas voir et ça va te faire un bien fou. Ah, ça va faire. Et pour tout le monde, ça va permettre de dérouler le soin. T'es pas en situation d'urgence? Pas de problème. Prends 5 minutes pour regarder comment faire les choses correctement. Et pareil, tu vas être beaucoup plus serein. Ça sert à rien de dire je suis dans le jus, vite, il faut que j'aille vite. Non. S'arrête. Physiquement, arrête-toi. Fais physiquement un pas en arrière. Tu respires. Avant d'y aller. Tu sais, c'est fameux sortir de l'effet tunnel. C'est ça, Ah bien, en facteur humain, on en parle souvent, hein. Ah oui. Ça, c'est une très très bonne chose. J'espère que ça va être intégré justement dans la réforme. Apprendre à se méfier de soi-même. Et de nos propres biais. Exactement. J'espère qu'on n'aura pas un cours sur l'ensemble des biais. Nous arriverons à sortir une petite dizaine maximum, 4-5, ce serait bien. Et puis justement, le plus gros, se méfier de soi-même. Pourquoi est-ce qu'on a énormément de protocoles en réa? Et pourquoi moi je trouve ça rassurant? Mais même en urgence, et même pour toi chez les militaires, et même chez les pompiers. En tout cas, ils travaillent sur protocole pour extraire le facteur humain. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, quel que soit ton état de fatigue, de faim, de peur, tu puisses prendre la bonne décision. Moi, souvent, ça fait peur aux gens, mais je le dis souvent. J'ai été confronté à des trucs vraiment graves, notamment avec l'armée, des choses où, avec des nombreuses victimes et des choses comme ça. Et en fait, les gens me croient pas, mais ils disent, dans ces moments-là, en fait, mon cerveau, il s'éteint. Mon cerveau, il passe au mode automatique. Parce qu'en fait, je sais par cœur je savais par cœur ce que je devais faire, à quel moment, quel temps. Et du coup, je pense que c'est aussi une manière de nous protéger. Mais du coup, mon cerveau, il s'éteint et on enchaîne les arbres décisionnels qu'on applique de façon bête et méchante. Mais ça marche. Est-ce que pour autant, tu penses que le fait de vivre par protocole, ça te déshumanise dans ton soin? Oui. Ouais? Oui, ça te déshumanise ton soin parce que tu l'adaptes plus à chaque patient. Ce qui fait, tu vois, la différence entre un infirmier de réa, par exemple, et un infirmier de dermato, c'est que la dermato, c'est tellement ou de médecine interne, tu vois, c'est tellement compliqué, chaque patient c'est différent, que j'ai envie de dire, c'est grossier ce que je veux dire bien évidemment, mais j'en sais rien, ton polytrome qui a un fémur et un bassin, ta prise en charge sera toujours la même, que ce soit aux urgences, en réa, au bloc opératoire. Ton mec qui a un gros drap, donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë, ta prise en charge en réa, elle va être systématiquement la même. Et c'est bien, parce que comme tu gères du critique, il faut que tu puisses normaliser. Mais par contre, tu as moins de raisonnement et de réflexion clinique, pour moi en tout cas, c'est ma vision des choses, qu'un infirmier par exemple en dermato ou en médecine interne, où chaque patient, des fois ils savent même pas pourquoi ils sont là, les gens, pour comprendre, essayer de rechercher tous les symptômes. Tu vois, nous on est beaucoup plus automatique. Et moi, je dis souvent ça. Moi, du coup, j'ai fait beaucoup d'urgences et de préhospitaliers. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est un des endroits où c'est le plus facile d'exercer notre métier. Parce qu'en fait, une fois que tu connais les 15, 20 trucs les plus courants qui peuvent t'arriver, tu les as déjà vécu 10 fois, ben, t'es de moins en... Alors, t'as toujours 1, 2, 3 interventions par an qui te surprennent. Mais en vérité, le quotidien, ça reste quand même souvent la même chose. Je trouve ça vachement intéressant. Alors en plus, toi, tu as vraiment vu les deux choses. C'est-à-dire que tu as vu le côté réa hyper protocolisé où effectivement, tu prends en charge des fois des cas très graves. Okay, tu connais la marche à suivre. Et là, tu me parlais carrément de damage control en fait. Avec l'armée. Et je trouve que c'est 2 niveaux différents quand même. Oui, mais dans l'approche, c'est la même chose. Tu fais du standardisé pour répondre à un grand volume, tu vois. Donc l'approche, c'est la même.
d'accord, tu regardes les profils, les infirmiers militaires, les infirmiers pompiers, les infirmiers de réa, les infirmiers d'urgence, c'est des gens qui sont à peu près tous câblés pareil. Ouais, après, je sais qu'il y a cette guerre ancestrale entre les urgences et la réa. Je sais parce que j'en ai fait les frais, parce que moi, quand j'ai switché et que je suis passé de l'un à l'autre, c'était de bonne guerre, mais on m'a branché. Mais dans l'état d'esprit, en tout cas dans l'approche du soin, c'est la même, je pense. On a une réflexion en temps 2, tu vois. On a les actions en temps 1, puis on réfléchit, et un deuxième temps d'action. Tu vois ce que je veux dire? Que là où, dans des services plus spécialisés, ou avec des pathologies plus complexes, ou en onco, par exemple, où c'est hyper complexe, ben, ils ont un temps de réflexion bien plus avancé en amont, et après, ils font les actions. Mais après, il faut tout pour faire un monde, et c'est très bien comme ça. Mais justement, je suis curieux d'avoir ta vision des choses, et d'avoir la vision des choses de manière générale des personnes qui font un métier. Alors, moi, pour le pré-op, j'en ai pas fait, mais pour la réa, de voir un petit peu le truc. Tu vois, quand tu prends une grosse réa, quand tu prends un déchoc, alors, évidemment, quand ton patient essaie d'être écurarisé, c'est autre chose. Bon, moi, je suis partisan de parler au patient quoi qu'il arrive. Mais quand tu prends un déchoc, que ton patient, il est encore... il est conscient, je suis persuadé que la prise en charge, y compris la prise en charge de la famille quand elle est là, quand tu fais une réa, un arrêt, la prise en charge de la famille est hyper importante. Sur le fait, pendant la réa, je parle pas 10 minutes après, mais ton patient qui est en déchoc, fémur, bassin, qui est potentiellement encore dans la voiture, pour avoir fait ça chez les pompiers, je suis persuadé que ça fait partie de ton job. D'être avec le gars, pas en poker face, mais presque, à discuter pour essayer de clarifier la situation, et lui, de lui favoriser le soin, autant que faire se peut, pendant que tu as les mains qui galopent. Ah oui, mais alors je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en pratique, c'est quand même des situations dans lesquelles l'humain, il a un pas de retrait. Oui, s'il faut prioriser. Et il y a même des situations où, très honnêtement, moi, c'est mon expérience personnelle, où j'ai déshumanisé des gens, dans le sens où, en fait, presque je voulais pas conscientiser que c'était des humains, tellement ils étaient dans des états catastrophiques, tu vois. Donc, la pratique fait que ça déshumanise, quand même. Et cette répétition, cette systématisation fait que ça déshumanise, parce qu'encore une fois, moi je me suis retrouvé par exemple dans des attentats en Afrique où il y a eu des dizaines de mecs au tapis. Bah, tu peux pas prendre le temps de rassurer tout le monde. En fait, tu étales ton cerveau et tu poses tes garrots et t'enchaînes, tu vois. Et du coup, il y a cet aspect-là qui déshumanise aussi. Mais je pense que cette déshumanisation nous protège, nous aussi, soignants. Tu vois, que c'est notre façon à nous aussi de nous protéger et de pas être confrontés direct aux horreurs qu'on peut voir tous les jours, quoi. Sinon, t'arrêtes, tu le fais une fois et... Bah, malheureusement, je veux dire, le stress post-traumatique du soignant, enfin, je parle du soignant parce que là, on parle de santé, mais ça marche pour tout, hein. Je pense que le policier, le gendarme, le pompier, enfin, tous ces gens-là qui sont confrontés à des choses et aux services publics, pas souvent gais et drôles, je pense alors ça vient de plus en plus sur la table, hein, mais la prise en charge du stress post-traumatique et de la santé mentale de ces acteurs-là, bah, c'est encore un peu tabou, hein. Moi qui suis encore chez les pompiers, tu vois, être chez les pompiers et dire que tu vas voir le psy, c'est pas très bien perçu encore. Donc on a encore un travail à faire sur la santé mentale de tous ces gens-là. Le fragile, passer pour le fragile. Moi je suis un dur, j'ai pas besoin de psy. Mais à côté de ça, tu t'enfiles une bouteille de rouge par jour. C'est normal en Picardie, je sais pas. Ouais, mais je trouvais que c'était normal, ouais. Puis c'est plutôt la bière en Picardie, non? Ouais. Ne nous mens pas. Oui, donc du coup, c'est super intéressant. Et du coup, tu nous disais que là, t'as un volet plus pédagogique qui arrive, qui est arrivé récemment en tout cas. Ouais, qui est arrivé là au tout début d'année, parce que un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui me va pas dans la formation. Déjà, de base, j'étais très mauvais à l'école. Jusqu'au bac, globalement, j'étais pas terrible. Je suis pas très mauvais, j'étais moyen. Bah, je vais pas te mentir, moi non plus. Hein. J'étais pas en tête de classe. Hein. Ouais, c'est incroyable. Je suis persuadé que t'as fait quelque chose. Je suis persuadé que comme moi, à partir du moment où t'as fait quelque chose qui t'intéressait, ou alors t'es tombé sur des personnes qui étaient intéressées par le fait de transmettre, ça allait vachement mieux. Ouais. Tout d'un coup, c'est drôle. Les moyennes remontent. T'as l'impression t'as plus l'impression de travailler. Puis tiens, donc en fait,
à partir du moment où on choisit ce qu'on veut faire, et surtout on a des personnes qui s'adressent à nous de manière réfléchie, c'est-à-dire qui arrêtent de lire un cours, qui arrêtent de lire un bouquin, et qui s'intéressent vraiment à comment je peux faire rentrer dans la tête des gens ce que j'ai en tête moi et qui va vraiment leur servir sur le terrain. Ben, c'est à partir de ça qu'on est parti. Donc là, avec des collègues, avec 2 collègues qui sont infirmiers aussi, on est parti sur une idée de créer un organisme de formation pour ça. C'est-à-dire des infirmiers qui vont former des infirmiers. On verra plus tard comment ça évolue. L'objectif, c'est ça. C'est vraiment d'avoir... Puisque là, je suis en train de me former, moi, je vois le champ de possibilités. Je trouvais ce que je trouve génial dans la pédagogie, là, ce que je découvre, c'est que j'avais plein d'idées pour faire pourquoi on peut pas faire ça, pourquoi on peut pas faire ça pour la pédagogie, pourquoi est-ce que les formateurs ils font pas ça. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont bien plus brillantes que moi, qui ont bien plus d'idées, qui se sont tous regroupés et qui ont la main mise sur la pédagogie de manière générale. Après, de faire bouger, de faire évoluer les choses, c'est quelque chose. Mais qui proposent. Voilà, on parle énormément des Écosses. On a l'impression que c'est le truc, les Écosses, c'est le truc tout nouveau. On va mettre les étudiants soignants. Non, mais déjà, c'est le truc tout nouveau. C'est pas tout à fait tout nouveau, hein. C'est exactement là que j'allais venir. On va mettre les soignants. Imaginez un petit peu des étudiants médecins, parce qu'on parle beaucoup de médecins, mais ça se fait pour les infirmiers. Des étudiants en médecine qui vont être confrontés à des patients simulés. Ce serait révolutionnaire. Bon, bah, les gars, au Canada, c'est révolutionnaire depuis les années 90. et voilà, donc, alors ça avance, ça bouge. Te dire qu'il y a des personnes qui ont envie de transmettre, qui ont envie de transmettre intelligemment. Pourquoi? Pour que derrière, on ait des professionnels compétents qui s'éclatent dans leur job et des patients qui seront soignés au mieux. Et moi, je vais en faire partie de ce genre de choses-là. Et du coup, on va arrêter de faire des webinaires où on lit un PowerPoint à distance, etc. Et on va impliquer les personnes dans le soin. On a une formation pratique? Très bien. Eh ben, on va te faire pratiquer. Attends, mais c'est en ligne, je comprends pas. On va te faire pratiquer, tu vas voir. Tu vas avoir des choix. C'est toi qui vas faire. Ouais. C'est toi qui vas soigner. Peut-être que tu vas réussir. Peut-être que tu vas planter. Dans tous les cas, on va discuter, on va voir ensemble pourquoi ça a été, pourquoi ça n'a pas été. Et à la limite, c'est pas grave. et s'il y a un moment où tu dois faire une connerie, c'est le moment de le faire. Il n'y a pas d'enjeu. Plante-toi maintenant. Et le plaisir de te planter sans conséquence. C'est quand même quelque chose. On n'a pas le droit à l'erreur, surtout en France. On n'a pas le droit à l'erreur. Plante-toi là, fais-le. Tu vas voir. Non seulement tu vas te planter, tu vas te rendre compte que pourquoi tu l'as fait. Tu vas te rendre compte que finalement, comme c'est simulé, il n'y a pas de conséquences. Et surtout, comme tu vas te planter, tu vas y intégrer de l'émotionnel. Et puisque tu vas y intégrer de l'émotionnel, tu vas beaucoup plus retenir. Éclate-toi dans ta formation. C'est le même constat que j'ai avec Learning Experience. Hein. C'est si tu veux apprendre, il te faut une expérience. Et oui. Tu vois, il y a pas d'autre méthode pour apprendre. Alors après, l'expérience peut prendre tout un tas de formes. Mais si tu fournis pas l'expérience, les gens ne apprennent pas. C'est exactement ça. Et des formations où tu peux pas rester assis passif. C'est-à-dire, écouter passivement, même si tu prends des notes. Déjà, si tu prends des notes, c'est un petit peu mieux. Mais même si tu prends des notes, tu vas en faire quoi de tes notes? Elles sont dans ton cahier de notes. Mais globalement, quand tu seras en service, ton cahier de notes, il est où? Parce qu'on a besoin d'un moment d'avoir le cheminement. Je vais choisir, je vais décider. Parce que engranger l'information, c'est bien, mais il faut être capable de la restituer. C'est pas le même chemin neuronal. Les neurosciences ont dit, c'est très bien, tu es capable d'avoir une mémoire incroyable, on est capable de stocker des terras de données, super. Et pourtant, on n'est pas capable de les restituer. Le nombre de fois où on te pose une question, et au moment où on te donne la réponse, je sais que je le savais. C'est ça. Bah ça, c'est bien la preuve que c'est pas la même utilisation. Je l'ai fait en conf il y a pas longtemps, ça, je sais plus où est-ce que je l'avais piqué. Et pour expliquer ça, et je dis, mais c'est quoi la capitale d'Australie? Et tout le monde dit, je sais plus. Quand tu dis Canberra, ah oui, putain, Canberra, je le savais. Je savais que c'était pas Sydney, tu vois. C'est ce que j'allais dire, tout le monde dit. Je savais que c'était pas Sydney. Et ça marche très bien pour expliquer ce genre de truc. Ah oui, en fait, je le savais. Comme quoi, on a besoin de faire. Et encore une fois, c'est ce que tu dis, hein. On a besoin d'expérimenter pour pouvoir retenir. Ah oui. Et on en revient à ce qu'on disait au tout début, hein. Le meilleur moyen de retenir un cours, c'est d'expliquer. Oui, mais je le connais pas. Et c'est le principe. C'est l'idée, justement. Tu vas voir que plus tu vas l'expliquer, si ça se trouve à toi-même devant ton miroir, plus tu vas te rendre compte de ce que tu ne sais pas. Et donc, tu vas bosser, tu vas revenir sur ce que tu sais pas, essayer de comprendre. Et tu vas le réexpliquer. Ouais, mais c'est exactement pour ça que je suis rentré dans la pédagogie. Parce que je me suis rendu compte que quand j'expliquais à mes élèves, ça me challengeait moi sur ma façon de savoir. Et je suis sûr que entre le moment où tu étais infirmier, je suis persuadé que tu étais un très bon infirmier, et où tu es passé formateur, tu as eu un gap de connaissances. Moi, j'ai toujours fait les deux en parallèle, en vérité. Parce que déjà, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Et donc, mais très tôt dans ma carrière, j'ai commencé à avoir des élèves, à doubler, à créer des formations, à créer...
Et puis après, du coup, je m'orientais vers ce qui m'intéressait, le déchocage, l'infirmier d'accueil. Et donc, j'ai tout de suite, la pédago, ça fait partie tout de suite de mes... C'est tellement... Ouais, je trouve ça génial. Et moi, ce que je dis, je suis pédagogue par égoïsme. Parce que ça me fait plus plaisir à moi, tu vois. Je partage complètement ce point de vue-là. Mais c'est extrêmement jouissif. Et surtout, ce qui est jouissif, et encore une fois, autant y aller de manière complètement égoïste. Quand tu reçois un message quelques semaines, quelques mois après, j'ai essayé ton truc et tout, là. Je me sens vachement mieux en service depuis la formation et tout ça. Où t'as fait, j'ai reçu ça, en fait, comme message, là, on est quel jour? Il y a 2 jours, 3 jours. J'ai reçu ça, un message sur les réseaux. Une personne que j'avais eue en stage, et qui avait qui avait peur de plein de choses, qui avait peur de prendre des urgences, qui me dit, oh la vache. Qui devait prendre un poste dans la foulée, c'était son stage pré-pro, qui prenait un poste dans la foulée. T'as fait tomber des barrières, t'as fait tomber des murs, et je me rends compte de quelque chose, c'est qu'en fait, je suis capable de faire plein de trucs. Ouais. Et j'ai appris plein de choses pendant le stage, c'est très bien. Et surtout, j'ai appris à me faire confiance, et que j'étais capable d'apprendre et de faire des choses. Ah voilà. C'est génial, en fait. Moi, j'étais dans le message, c'est trop bien. Et là, pour le coup, c'est une petite douceur purement égoïste. Hein. Ah bah oui. Et la personne, du coup, elle a dit qu'elle s'éclatait dans son job, elle a dit qu'elle se sentait bien. Mission accomplie, quoi. Ça. Toutes les cases sont cochées. Faire de mieux. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Ouais, c'est rigolo, parce que moi, j'ai eu, il y a pas longtemps, une élève avec qui j'ai sympathisé pour de la VGSU, du soin d'urgence, un truc de base. Mais qui, un mois après la formation, est tombée sur un accident de la route. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, j'ai été fascinant, j'ai pu faire ça, j'ai pas eu peur, je me suis senti à l'aise. Alors c'était impressionnant, mais j'ai fait ce qu'il fallait, en temps, en heure, et j'ai trouvé ça super qu'elle m'appelle, parce que déjà c'était gratifiant pour moi. Et c'était super, parce que comme c'était une ergo, l'urgence et le machin, c'était pas son dada, et du coup, on a pu débriefer aussi sur les impacts que tu avais eu, que ça aurait pu avoir en tout cas, sur elle, sur comment elle a vécu le truc, comment. Et j'ai trouvé ça super. C'est sympa de sa part d'avoir passé le coup de fil. Ah ben, clairement. Tu te dis que tu bosses pour quelque chose, quoi. C'est ça. Tu bosses pour un truc. Et donc, c'est ça, en fait, pour en revenir à la structure, là, donc Immersive Santé. L'objectif, c'est ça. Ça va être vraiment de plonge-toi dans ton cours. Plonge-toi dans ton cours, c'est quelque chose pour que ça parle à tout le monde. Mais en fait, plonge-toi dans la situation clinique et fais-la évoluer. Et tous les retours qu'on a à chaque fois, c'est « Ah, mais je pensais pas du tout que c'était ça. Moi, j'étais venu juste pour avoir la formation. » Et je ressors, j'ai envie... Les messages, j'ai presque envie qu'il y ait une urgence pour pouvoir appliquer. Ok, je souhaite pas ça à tes patients, mais... Ouais. Ok, donc c'est qu'effectivement... Alors que dédramatiser la situation. C'est ça. Alors que c'est des contenus que tu as vu quand tu es en IFSI. C'est des infirmières qui sont soit en salle de réveil, soit en réa. Donc, qui a priori font déjà. Ouais. Mais c'est des débutants donc qui ont les contenus, qui ont déjà vu des patients. Et qui là se disent « Ah, c'est génial. Je pensais pas qu'on pouvait avoir des formations comme ça. » Tu sais, c'est comme quand tu es en présentiel. En présentiel, alors je commence toujours mes formations par la même chose. C'est « Qu'est-ce que vous faites là ?» Comment ça? On est venu pour le cours sur le machin. Alors déjà, on n'est pas en cours. Je suis pas votre prof, on est collègues. Ma question, c'est qu'est-ce que vous venez chercher? Alors et surtout, ce qui est hyper important à la fin, c'est est-ce qu'on a coché toutes les cases? Est-ce qu'il y a encore des choses est-ce que ça répond à ce qu'il y a à vos attentes? Et même chose, on va se mettre debout. Tiens, on va faire un truc. Alors, je dis pas un jeu, mais on va faire un atelier. Une action, un atelier. On va faire quelque chose tout de suite. Ah bon, mais comment on prend des notes? Tu vas voir, t'inquiète pas, il va y avoir du contenu, on va faire des trucs. L'objectif, c'est de sonder. Pour moi, c'est de sonder un peu où ils en sont. Et pour eux, c'est de se dire, ok, je suis pas là passivement à subir un truc. Je vais devoir faire des choses. Je vais devoir m'impliquer. Et même si je suis pas à l'aise, même si je suis timide, même si je suis la personne qui reste en retrait, ce que je suis moi, c'est complètement ma personnalité. T'inquiète pas, on va te prendre une main dans le dos et on va t'accompagner. On va pas te pousser, on va t'accompagner pour t'impliquer dans le truc. Pour que tu sois là pendant une journée, 2 jours, 3 jours, selon comment ça va être. Tu sois vraiment, ok, c'est ma formation, je veux répondre, je veux participer, et pas, j'attends, j'ai le contenu, et à la fin, j'ai le papier qui dit que j'ai fait. En tout cas, ça marche pour la grande partie, pas à 100%. Non, mais c'est important de faire des formations aujourd'hui qui ont un impact. Moi, j'aime bien créer des formations qui changent la pratique des gens le lendemain. Oui. Et ça, aujourd'hui, ça manque drastiquement. Il faut créer des formations qui
font bouger les choses et qui changent les choses pour le quotidien des gens qu'on forme. Et je pense que quand toutes les formations arriveront à modifier, ça peut être une chose bête, hein, une habitude, une façon de penser, un machin. Et si à chaque formation il y a un petit impact, et ben on rajoutera un petit grain de sable, et puis on arrivera à faire quelque chose de grand. Il y a quelque chose qui est fondamental en pédagogie, c'est l'alignement pédagogique. L'alignement pédagogique, c'est tu prends en gros l'évaluation des connaissances de la personne, où elle en est, ce que tu veux qu'elle atteigne à la fin, et en gros comment tu vas positionner ton... C'est un raccourci, c'est un résumé, et comment tu vas positionner tes contenus pour que ça réponde pour toi. Quand tu viens en formation, ton objectif, c'est qu'une fois en soin, les personnes soient à l'aise pour faire un soin de qualité, maîtrisé, et qu'elles soient rassurées. Et en fait, c'est ça. Est-ce que en faisant un PowerPoint et en donnant tous les détails de toutes les indications de tout ce qu'il faut faire, est-ce que tu vas rassurer la personne ? Pas forcément. Par contre, il va falloir apporter le contenu théorique quand même. Ah ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a un moment, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Tu veux faire un soin ? Tu veux parler d'un soin ? Il va falloir faire ce soin en formation. Il va falloir pratiquer, il va falloir manipuler. Pareil, pour apprendre à faire le soin, si le meilleur théoricien du monde ne sera pas compétent, quand tu pourras définir la compétence, il ne sera pas compétent pour faire un soin, pour agir, parce qu'il n'aura pas eu l'expérience du toucher, parce qu'il n'aura pas eu tout ça. Et c'est exactement ça qu'il faut en formation. C'est exactement ça dont on a besoin. Ça évolue, hein, ça évolue doucement, mais ça évolue, et on le voit dans les instituts de formation où il y a des pédagogues, des vrais pédagogues. Ce sont les personnes qui font manipuler, ce sont les personnes qui font pratiquer. C'est-à-dire que l'apport théorique, il est relativement restreint formel, il est relativement restreint. On n'apprend pas de la pratique en théorie. Pour apprendre de la pratique, il faut faire de la pratique. Bon, il n'y a pas de... C'est pas en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est ça. Il n'y a pas de secret. Et justement, pendant ta pratique, tu vas pouvoir apprendre tous les indications, les contre-indications, les surveillances, c'est ce que tu veux pour les thérapeutiques, ok. Donc tu as le choix, tu peux faire énormément de contenu en peu de temps, c'est le magistral, hein. Ouais. Des fois, il en faut un petit peu, mais c'est pas efficace. C'est pas efficace. Alors qu'effectivement, quand tu viens faire pratiquer, tu peux transmettre l'ensemble des informations. Et en plus, la personne va être impliquée. Et en plus, la personne, elle va s'éclater. Ouais. Je comprends pas qu'on soit encore à faire des cours. On pourrait en parler des heures. Et malheureusement, le temps tourne. Avant de partir, j'aime bien clôturer le podcast avec une expérience. Est-ce que tu as une expérience de soin, un patient, une histoire qui t'a marqué ou qui t'a fait changer d'état d'esprit, de vision ? C'est très très dur cette question. Très très dur parce qu'il y en a plein. Évidemment, en tant que soignant, c'est pas les anecdotes qui vont manquer. C'est vraiment... Je vais essayer de joindre un petit peu le côté soignant et le côté pédagogie parce que c'est vraiment ce qui t'anime en ce moment. Ouais. Même depuis toujours. Ouais. Le soin depuis toujours et la pédagogie, plus je découvre, plus je trouve ça, comment on peut vivre sans, quoi. Elle est partout, la pédagogie. Ah oui. C'est vraiment ce côté... J'avais fait une intervention en IFSI il y a quelques années. Donc j'avais fait vraiment un cours sur la prise en charge de l'urgence vitale. Donc c'est vraiment quelque chose, tu vois, ce que tu disais, très structuré. Il y a très peu de champs libres au raisonnement. Bon, ça s'était bien passé. Puis à la fin du cours, il y avait 2-3 étudiants qui étaient venus, on avait discuté, on avait échangé. Et j'ai retrouvé des étudiantes en stage. Un an après, j'ai retrouvé une étudiante en stage qui était brillante. Intellectuellement, elle était brillante, mais elle était tellement stressée qu'elle perdait complètement ses moyens en pratique. Et on a mis en place des jeux dans le service. Donc il y avait des questions pour un champion. On mettait les étudiants et c'est les nouveaux arrivants dans le service. Puis on gagnait des sachets de bonbons, des trucs comme ça. Et puis on faisait des courses de préparation de perfusion. On piquait pas les patients, juste préparation du matériel. Et on faisait pratiquer, on jouait comme ça. Et ça a permis de casser un petit peu le côté sacré du faut préparer, faut rien oublier, faut ceci, cela. Et ben je l'ai retrouvé cette année. Là, on est en début d'année. Je l'ai retrouvé cette année en réa. Et elle fait partie. Elle est tutrice pour former. Elle est hyper à l'aise dans ces trucs. Ça reste une machine de guerre en termes de connaissances. Et quand elle m'a vu arriver, elle a fait oh je t'ai jamais dit merci, mais aujourd'hui je m'éclate et c'est grâce à toi et tout ça. Alors, allez, prends, c'est toujours bon à prendre. Mais bon, n'oublie pas déjà, c'est toi qui as fait le boulot. C'est pas. Et de dire. Et c'est ce qu'elle dit. Elle me dit maintenant, elle s'occupe des étudiants. Et elle dit tout ce que j'ai fait en stage avec toi, avec moi et ma collègue, on était à deux pour mettre les jeux. Je le refais à tous les étudiants
ils y passent tous pour faire les jeux, ils passent tous. Et vraiment, et on a des super retours des étudiants. Ouais, c'est sûr. C'est trop bien, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, je me souviens d'elle, la Laure. Elle est à fond dans son job. Eh ben, tant mieux. Une soignante motivée de plus. C'est chouette. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Louis. Merci pour tout. C'était super sympa. Comme d'hab, trop court, mais beaucoup trop sympa. Merci beaucoup. Ouais, c'était hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Ben, avec grand plaisir. Et puis, à très bientôt. Avec plaisir. Merci.